1914. Les canons et les fusils ne marchaient plus. Il régnait un silence de mort. Il n'y avait que les blessés qui appelaient « Brancardier, brancardier ! À moi, au secours !» D'autres suppliaient qu'on les achève. C'était affreux à voir. Le bombardement commençait et il fallait rester là à attendre les obus, sans pouvoir bouger jusqu'à 8 heures où on venait nous relever. Chaque soir, il y avait 100 ou 200 blessés, sans compter les morts. Un jour, on y passait la journée, l'autre la nuit. Avec cela, couchés à la belle étoile, nous n'avions rien pour nous couvrir. Je me demande comment nous avons résisté. À l'ordinaire, on ne touchait pas grand-chose. Et la viande que tu touchais, on te la donnait à 2 heures du matin. C'était l'heure de partir. Il fallait la balancer. On mangeait du pain sec. Il y a longtemps que nous n'avions plus de provisions de réserve. Pierre Chausson. 2 novembre 1914. Mes hommes trouvent 1000 petits moyens ingénieux pour se distraire. Actuellement, la fabrication des bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusils d'obus, les Boches fournissant ainsi la matière première à l'œil. Certains sont devenus très habiles et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée par un légionnaire. Marcel Planquety. Dimanche 14 février 1915. Cher ami, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique avec ses champs à perte de vue, pleine de betteraves, parsemée de riches fermes et jalonnée de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruine et une autre végétation est née. Ce sont les monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Que de fois, la mort me frôle de son aile quand je galope le long des fossés ou des chemins creux pour éviter leur shrapnel ou le tac-tac de leur mitrailleuse. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau neuf. Puis, on a changé de cantonnement et je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après le talus. J'emporte ma couverture pendue à ma selle, ma marmite est de l'autre côté et en route. J'étais l'autre jour dans les tranchées des Joyeux. Je n'ai jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre. Mais, avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Il y avait même 2 grandes bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l'air, juste à hauteur, comme des porte-manteaux. Et les Joyeux y suspendaient leurs musettes, et on rigole de se servir d'un cadavre Boche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le croirais pas moi-même. Je compte que tu m'enverras des nouvelles de là-bas, et je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main. Topiac. Mercredi 5 mai 1915. Chérie, voilà le baptême du feu. Cette chose tout à fait agréable, tu peux le croire. Mais je préférerais être bien loin d'ici plutôt que de vivre dans un vacarme pareil. C'est un véritable enfer. L'air est sillonné d'obus. On n'en a pas peur pourtant. Nous arrivons dans un petit village, là où se fait le ravitaillement. Là où on trouve dans des casemates enfoncées dans la terre de gros canons de 155. Il faudrait que tu les entendes cracher. Ceux-là, ils sont à 5 km des lignes. Ils tirent à 115 sur l'artillerie Boche. On sort du village à l'abri d'une petite crête. Là commencent les boyaux de communication. Ce sont de grands fossés de 1 mètre de large et de 2 mètres de profondeur. Nous faisons 3 kilomètres dans ces fossés. Après, on arrive aux tranchées qui sont assez confortables. De temps en temps, on entend siffler quelques balles. Les Boches nous envoient quelques bombes peu redoutables. Nous sommes à 200 mètres des Boches. Ils ne sont pas trop méchants. Je me suis promenée à 800 mètres sur une route, à peine si j'en ai entendu des sifflets. Nous avons affaire à des Bavarois qui doivent en avoir assez de la guerre. Ça va changer d'ici quelques jours. Nous faisons des préparatifs formidables en vue de prochaines attaques. Que se passera-t-il alors? Je n'en sais rien, mais ce sera terrible, car à tout ce que nous faisons, nous prévoyons de chaudes affaires. J'ai le corps gros, mais j'attends toujours confiant.
Nous prévoyons le coup prévu avant dimanche. Si tu n'avais pas de mes nouvelles après ce jour, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose. D'ailleurs, tu en seras averti par un de mes camarades. Il ne faut pas se le dissimuler. Nous sommes en danger. Et on peut prévoir la catastrophe. Sois toujours confiante, malgré cela, parce que tous n'y restent pas. Alphonse. 9 jours après avoir écrit cette lettre, Alphonse a été tué par un obus. Le 26 juillet 1915, j'ai vu de beaux spectacles. D'abord les tranchées de Boche défoncées par notre artillerie, malgré le ciment et les centaines de sacs de terre empilés les uns dessus des autres. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est le moins, ce sont les cadavres à moitié enterrés montrant qui un pied, qui une tête. D'autres enterrés sont découverts en creusant les boyaux. C'est intéressant la guerre. Peut-être fier de notre civilisation. Signé Pierre Hullier. Lettre d'Henri Floche, fusillé pour l'exemple à Vingré. Le caporal Henri Floche était greffier de la justice de paix à Breteuil. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux, à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en peine. Je te demande à genoux, humblement pardon, pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lesquels je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je vais me confesser à l'instant et j'espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des mains des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi jusqu'au bout, Henri Floche. Verdun, le 18 mars 1916. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Soldat Charles Guinan. Karl Fritz Caporal. Argonne, le 16 août 1916. Chers parents et chères sœurs, le 2 à Saint-Laurent, nous avons entendu le signal de l'alerte. On est venu nous chercher avec des véhicules et on nous a amenés jusqu'à quelques kilomètres du front de Verdun. Vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu'on a vu là-bas. Nous nous trouvions à la sortie de Fleury, devant le fort de Souville. Nous avons passé 3 jours couchés dans des trous d'obus, à voir la mort de près, à l'entendre à chaque instant, et cela sans la moindre goutte d'eau à boire, et dans une horrible puanteur de cadavres. Un obus recouvre les cadavres de terre, un autre les exhume à nouveau. Quand on veut se creuser un abri, on tombe tout de suite sur des morts. Je faisais partie d'un groupe de camarades, et pourtant, chacun ne priait que pour soi. Le pire, c'est la relève. Les allées et venues, à travers les feux de barrage, continuent.
Puis nous avons traversé le fort de Douaumont. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Là, il n'y avait que des blessés graves et ça respirait la mort de tous les côtés. En plus, nous étions continuellement sous le feu. Nous avions à peu près 40 hommes morts ou blessés. On nous a dit que c'était somme toute assez peu pour une compagnie. Tout le monde était pâle et avait le visage défait. Je ne vais pas vous en raconter davantage sur notre misère. Je pense que ça suffit. Nous étions commandés par un certain Uf. On ne l'a pas vu, mais le Seigneur m'est venu en aide. Là-dessus, nous sommes repartis pour Spincourt, où on nous a chargés sur des véhicules à destination de Grand-Pont. Puis nous sommes revenus en 2 jours à nos positions devant Chapelle, où nous sommes maintenant un peu mieux installés. Je vais écrire à Auguste, je vous embrasse de tout cœur et vous recommande à Dieu. Votre fils et frère reconnaissant, Karl. 6 septembre 1916, mercredi soir. Ma chère mère, je t'envoie quelques lignes de tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture, bombardement continuel. Toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Nous montons ce soir en première ligne, mais je ne sais pas comment cela va se passer. C'est épouvantable. Nous avons déjà des tués et des blessés et nous avons encore 2 jours à y rester. Je donnerai cher pour être loin d'ici. Enfin, espérons quand même. Adieu et une foule de baisers de ton fils qui te chérit. Gaston. Au front, ce 31 décembre 1916. Cher maître, si vous saviez comme on s'ennuie par les jours noirs et les nuits blanches. Comme au long des lignes téléphoniques, la boue des boyaux colle aux semelles lourdes d'eau. Si vous saviez comme est long ce 3e hiver d'interminables batailles, comme on est seul parfois, au milieu même des camarades, quand on redit toutes les paroles de la veille lorsqu'il ne faut pas dormir ou que le sommeil ne vient pas. Si vous saviez qu'il nous manque des livres et si j'osais vous en demander, peut-être parmi tous les chefs-d'œuvre que vous avez écrits, trouveriez-vous dans un coin 2 ou 3 brochures fatiguées et ternies et paternellement me les enverriez-vous ? S'il en est ainsi, pour moi et les amis à qui vous aurez fait oublier le fardeau de quelques heures grises, je vous remercie de tout mon cœur et vous prie d'accepter l'hommage de la lointaine poignée de main. Roger.